mobilité. Or, le Portugal est une destination quand même particulière et comme tout départ de France, ça s'organise. Donc, il y a un certain nombre de questions à se poser pour bien préparer son départ. Et en fonction des questions que l'on se pose, et on va pouvoir apporter telle ou telle réponse qui vont avoir plus ou moins d'incidence sur la problématique du départ de France. Alors, première chose, il va falloir analyser les conditions du départ et donc les modalités du départ. Je m'explique. Est-ce que vous quittez vraiment la France pour aller vivre au Portugal? Et là se pose la question du transfert de résidence fiscale, ou vous conservez des attaches en France? Alors pourquoi je vous pose cette question? Parce qu'avec le Covid et tout ce qui s'est passé depuis, on a beaucoup de personnes qui nous disent, bah, tiens, je passe 3 mois par an, 4 mois par an, et ça n'a pas obligatoirement d'incidence sur la résidence fiscale. Donc, ce qu'il va falloir bien regarder, c'est est-ce que je pars vraiment? Est-ce qu'en partant, je conserve une activité professionnelle, salariée ou pas? Alors, c'est vrai que c'est souvent plus compliqué. Notre vrai sujet concerne les personnes qui décident de s'expatrier en conservant leur poste de salarié en France. Parce qu'il va bien falloir le dire à leur employeur et que souvent ils nous expliquent non, mais je ne veux pas tout à fait le dire à mon employeur. Le patrimoine, où se situe votre patrimoine? Est-ce qu'il est situé en France ou pas? Ça, c'est un élément important. Et puis, comment je vais partager mon temps entre la France et le Portugal? Est-ce que je reviens en France pour voir quelquefois ma famille? Est-ce que j'ai des enfants d'un certain âge qui vont rester en France pour étudier? Je conserve ma résidence principale, qui va devenir du coup une résidence secondaire. Alors ça, c'est vraiment l'élément important. Donc, ce paramètre-là des modalités de départ, c'est ce qui va nous permettre de dire j'agis ou pas vis-à-vis de l'administration fiscale française. Alors, il ne faut pas se laisser aller en se disant je suis dans l'Europe, je n'ai pas de souci de problématique, je peux circuler comme je veux. Oui, vous pouvez circuler comme vous voulez, mais la fiscalité est ce qu'elle est. Et donc, est-ce que vous êtes résident, vous demeurez résident fiscal français ou est-ce que vous devenez résident fiscaux portugais? Ça, c'est un sujet important. Donc, il va falloir regarder en détail pour pouvoir vous aider. Alors après, on va reprendre le régime normal une fois qu'on a répondu à ça, c'est de dire, OK, je deviens résident fiscal portugais, donc on va choisir cette option, hein, puisque c'est ce qui nous intéresse, et on va donc aller sur votre situation personnelle. D'abord, on va regarder si vous êtes retraité ou pas. Or, il est vrai qu'au Portugal, nous, on a une clientèle très particulière qui est constituée principalement de Portugais, de retraités, et accessoirement, mais quand même beaucoup, de jeunes actifs, on va dire la trentaine, qui partent, alors notamment pour des raisons liées aux crypto-monnaies, mais pas seulement. Et donc, on a peu de familles qui partent. On est vraiment dans l'option soit retraités, soit des jeunes actifs. Alors, néanmoins, lorsque vous êtes jeunes actifs, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir est-ce que vous avez des charges de famille ou pas. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre, c'est un vecteur de fixation de la résidence principale, les enfants. Quand vous avez des enfants scolarisés dans une école au Portugal, la résidence fiscale est beaucoup plus forte que lorsque vous avez plus d'enfants à charge ou lorsque vous n'avez pas du tout d'enfants pour le moment. Donc, on aura un traitement différent. Lorsque vous partez et vous êtes retraité, on va surtout aller regarder la consistance de votre patrimoine. Lorsque vous êtes actif, on va aller regarder l'organisation de vos revenus, salariés, pas salariés. Alors, le choix du régime NRH. Alors, je vais quand même vous rappeler que le régime NRH a été institué de mémoire en 2012 au Portugal. Il avait pour objectif de privilégier, de faciliter la venue d'étrangers en France, au Portugal,
en leur donnant un régime d'imposition particulier. Alors, le régime d'imposition, pour en bénéficier, les conditions sont principalement à deux niveaux. Ne pas avoir été résident fiscal portugais au cours des 5 sur les 10 dernières années et demeurer au Portugal au moins 6 mois par an. Ça, c'est le principe de base qui n'est pas très, très compliqué à remplir. Juste sur la première condition, sur ne pas être résident fiscal portugais, il faut faire attention parce que souvent, nous, on récupère des clients qui avaient acheté des biens au Portugal 1 ou 2 années avant et souvent, le comptable portugais, pour leur donner un numéro fiscal portugais nécessaire aux déclarations de revenus fonciers, les amis résidents fiscaux portugais, ça peut nous poser quelques soucis. Donc, bien regarder lorsque vous savez que vous allez aller à court ou moyen terme vivre au Portugal, si vous achetez des biens, que vous soyez toujours considéré comme résident fiscal étranger. Les deux intérêts de la résidence fiscale portugaise avec le régime NRH qui a une durée de 10 années, c'est la non-imposition de principe sur le revenu de source étrangère. Avec une exception qui a évolué en 2020, c'est les retraites qui étaient taxées à 0 qui sont à présent taxées à 10%. Mais c'est extrêmement intéressant. Alors, je vais vous prendre, par exemple, un exemple et on en reparlera après. Vous avez des titres d'une société française. Aujourd'hui, vous êtes taxé à 30% au niveau de l'impôt sur le revenu. En qualité de non-résident, vous aurez juste une imposition en France sous forme de retenue à la source de 12,8% et aucune taxation au Portugal. Donc, vous voyez, vous passez de 30 à 12,8%. Donc ça, c'est le régime de base extrêmement intéressant. Puis il y a un régime aussi très intéressant parce que le Portugal a un impôt sur le revenu plutôt élevé, voire très élevé par rapport à la France. On est facilement et très rapidement fortement taxé. On bénéficie sur les revenus de source portugaise d'une imposition plafonnée à 20%. Donc ça, c'est également intéressant parce que nous, en fonction de la typologie de nos clients, certains doivent avoir des revenus de source portugaise, être taxés à 20%, c'est extrêmement intéressant. On voit, nous, qu'un dirigeant français d'une société française en France est souvent taxé, alors avec un certain montant de revenus, hein, mais il est plus proche en taux moyen d'imposition, je ne parle pas en tranche marginale, mais en taux moyen, il est entre 28 et 32%. Donc, être plafonné à 20%, c'est un véritable avantage. Donc, le choix du régime NRH doit se faire dans les 6 mois de votre arrivée. Autant dire, c'est la priorité. Et puis, il faut surtout se poser la question, se dire, OK, je pars au Portugal, mais qu'est-ce qui va se passer en France? Qu'est-ce qui se passe en France? Vous continuez à percevoir des revenus de source française. Alors, les salaires, vous allez être imposé selon un barème particulier lié à la retenue à la source. Et il faut savoir que ce barème est souvent moins favorable que l'imposition des revenus de source française que vous aviez auparavant. Donc, ce qui nous fait dire deux choses en termes d'analyse. Soit vous êtes salarié d'une entreprise et donc vous allez avoir une imposition souvent supérieure parce qu'elle ne tient pas compte du coefficient familial et donc du fait que vous ayez par exemple des enfants. Soit vous n'êtes pas salarié, vous êtes plutôt dirigeant d'entreprise et on va aller chercher une optimisation fiscale en diminuant vos salaires, en augmentant le principe de l'imposition à l'IS et donc des dividendes. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que vous allez avoir donc un mécanisme d'imposition des dividendes à 12,8% en France, 0 au Portugal. Alors, bien évidemment, pour faire du dividende, il faut payer de l'impôt de société. L'impôt de société est de 25%. Mais si vous le comparez à une situation, par exemple, d'un président de SAS ou d'un gérant de SARL en France, ils vont avoir des charges sociales nettement supérieures à 25% et un impôt sur le revenu aussi nettement supérieur à 12,8%.
Donc, lorsqu'on est dirigeant d'entreprise, nous, on va aller adapter la structure pour permettre, alors de manière tout à fait légale, hein, on est dans de l'optimisation, on n'est pas dans de la fraude fiscale, hein, optimiser la typologie de la rémunération. Les retraites publiques, le sujet, c'est que les retraites publiques restent toujours imposables en France. Donc, nous, on voit nos clients qui sont au Portugal et qui sont, par exemple, qui étaient instituteurs ou profs de fac, continuent à avoir une imposition en France tout à fait normale. Les revenus fonciers, lorsqu'on est non-résident, vous allez être imposé dès le premier euro à 20%. Alors, comme le Portugal est dans l'Union, soit vous pourrez démontrer que vous avez un régime de sécurité sociale au Portugal et donc être limité à une imposition en France à 20%. Si vous ne pouvez pas le démontrer, on vous taxera aussi les contributions sociales de 17,2%. Et donc, dès le premier euro, vous êtes taxé à 37,2%. Et au-dessus de 27 000 euros, ça fera 47,2%. Donc, il y a une imposition. Il faut regarder en fonction des revenus fonciers que vous avez, comment on va aller la gérer. Cession de titres de société française, on va en parler après parce qu'on va parler de l'exit tax, donc ça c'est plutôt important. Et puis, la crypto-monnaie. Le fait de transférer votre patrimoine, votre résidence fiscale au Portugal ne va pas rendre exigibles les crypto-monnaies que vous avez aujourd'hui en France. Or, un des éléments extrêmement intéressants, c'est que le Portugal est le seul pays d'Europe qui ne taxe pas les crypto-monnaies à partir du moment où vous n'êtes pas professionnel. Alors, juste la notion de professionnel, au Portugal, ils essayent de l'avoir de la manière la plus large. Donc, si vous avez des plus-values latentes sur vos crypto-monnaies, effectivement, vous avez plutôt intérêt à attendre d'être résidents fiscaux portugais pour les transformer en monnaie fiduciaire et donc constater une plus-value qui ne sera non imposable. Autre incidence à regarder, l'impôt sur la fortune immobilière. Jusqu'au jour où vous êtes résident fiscaux français, vous avez une imposition sur votre patrimoine mondial. Sauf que le jour où vous devenez résident fiscaux étrangers, vous ne serez imposé en France que sur votre patrimoine immobilier français. Avec une limite, si vous conservez votre résidence principale, qui du coup va devenir une résidence secondaire, puisque votre résidence principale sera au Portugal, vous allez perdre l'abattement de 30% pour cette dernière. Donc, si on considère que vous êtes à l'impôt sur la fortune immobilière uniquement avec des biens immobiliers français, entre l'année 2023 où vous êtes résident fiscaux français au 1er janvier 2023 et au 1er janvier 2024 où vous devenez résident fiscaux portugais, votre IFI augmentera à valeur constante de la perte de l'abattement de 30% sur votre résidence principale. Voilà. Donc là, on est sur les parties d'analyse que nous, on a l'habitude de faire pour nos clients. Donc, je rappelle bien sur cette première partie. On se pose déjà la question des modalités de vie que vous allez avoir au Portugal. Est-ce que ça implique ou non un transfert de résidence? C'est toutes les questions qu'on s'est posées au départ. Puis, si on considère que vous allez vraiment avoir un transfert de résidence fiscale, analysez votre situation selon que vous soyez retraité ou actif. On va faire le choix de l'option du régime NRH avec toutes les conditions que l'on a vues et du coup, une imposition, soit une non-imposition sur les revenus de source étrangère, soit une imposition sur les retraites privées à hauteur de 10%, soit une imposition au Portugal sur les revenus de source portugaise plafonnée à 20%. Et puis, il faut, puisque vous coupez éventuellement pas tous les ponts avec la France, se poser la question des revenus de source française, comment ils pourraient être imposés après départ, tant à l'impôt sur le revenu qu'à l'impôt sur la fortune immobilière. Alors, une fois qu'on s'est posé ces questions, on revient sur des questions plus basiques liées au départ de France.
On en a 4 et puis après, on verra vos obligations fiscales. Premièrement, le sort de la résidence principale. Il faut savoir une chose, c'est que dans la mesure où vous partez au Portugal, vous pouvez et vous bénéficierez pendant 1 an de l'exonération résidence principale si vous vendez votre résidence. Alors, le marché français de l'immobilier étant de plus en plus tendu, et je vois les retours de mes clients, il est souvent pas possible de vendre avant départ. C'est pas gênant de vendre après départ à partir du moment où on est dans ce délai d'1 an. Et vous bénéficierez de l'abattement. Votre résidence maintenant principale, si vous la conservez, deviendra une résidence secondaire avec 2 effets importants. On vient d'en parler à l'impôt sur la fortune immobilière, vous aurez un abattement de 30% qui va disparaître. Et puis en termes de taxe d'habitation, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires existe. Elle n'a pas été supprimée. Et elle existe avec notamment des impositions plutôt élevées, puisqu'on avait des survaleurs jusqu'à 60%. Je parle dans les grandes agglomérations françaises comme Lyon, Paris, Bordeaux, Toulouse. Et donc, vous allez vous rendre compte que votre taxe d'habitation, qui, avant sa suppression, était par exemple de 2 000 €, ben, elle va être plutôt située dans les 3 000 et quelques euros. Donc, je ne dis pas de vendre votre résidence immédiatement, mais il faudra vous poser la question de savoir est-ce que je la garde en résidence secondaire, je la donne en location ou je la vends. Deuxième élément, l'exit tax. Alors, l'exit tax ne va concerner que les titulaires de parts de sociétés à l'IS, qui sont donc ceux qui vont être dans 2 situations. Soit vous détenez des parts dans une société pour un montant supérieur à 800 000 €. Vous allez être redevable de l'exit tax. Je vais vous expliquer après ce que ça représente. Soit vous détenez 50% ou plus de détention dans une part de société à l'IS. Donc, ça, à partir du moment où vous, sur une participation, vous remplissez une des conditions, vous aurez à déclarer l'exit tax. L'exit tax, c'est quoi? C'est l'imposition sur les plus-values latentes de titres de société à l'IS. L'objectif de l'exit tax est d'éviter que des personnes fassent des plus-values grâce à des titres de société qu'ils avaient alors qu'ils étaient en France. Donc, on va dire quoi? On va dire que vous allez devoir suivre l'évolution de ces titres pendant une certaine durée et éventuellement une imposition à partir du moment où vous serez vendeur de ces titres. Alors, comment ça fonctionne? Le Portugal faisant partie de l'Europe et ne pouvant mettre de frein à la libre circulation en Europe, la pratique, c'est quoi? C'est qu'on va déclarer l'exit tax dans la déclaration d'impôt liée à votre départ de France. On va imaginer que vous partiez demain, 4 juillet 2023. C'est au titre des revenus de 2023 souscrits en mai 2024 ou juin 2024 que l'on va déclarer l'exit tax. Ça consiste en quoi? On va prendre des chiffres plutôt simples. On va dire basiquement, vous avez une société à l'IS qui vaut aujourd'hui 500 000 €. Lorsque vous l'avez constituée, vous avez mis, on va dire, 100 000 € de capital. C'est beaucoup, mais pour l'exemple, c'est plus facile. Donc, le différentiel, 500 000 moins 100 000 fait 400 000. Donc, votre plus-value latente est 400 000 € à 30%, puisque vous êtes à la flat tax. Donc, c'est ce montant-là, 400 000 fois 30%, que l'on va déclarer. Donc, ça va nous faire 120 000 €. Et puis, tous les ans, vous allez avoir l'obligation de déclarer l'exit tax. Alors, tous les ans,
Certains vont me dire, oui, mais je pensais qu'avec Macron, on avait une durée de l'exit tax de 2 ans ou 5 ans. Oui, à l'impôt sur le revenu, mais pas sur les contributions sociales. C'est-à-dire que vous partez 20 ans au Portugal, vous aurez pendant 20 ans à faire un suivi aux contributions sociales. Donc, le suivi se fait pendant une durée de 2 ans ou 5 ans en fonction de la détention de votre patrimoine, est-ce qu'il est supérieur à 2,5 millions d'euros ou pas, et aller aux contributions sociales pendant la durée de détention des titres. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne vendez pas les titres, ben, tous les ans, vous allez faire un suivi d'exit tax. Vous vendez les titres, par exemple 500 000 euros. Eh ben, on va vous demander au prorata de la vente, du montant de la vente, de payer à la France cette plus-value qu'on aura calculée. Alors, il essaye de vous le faire simple. On a l'habitude, et je pense que ce sera encore le cas en septembre, de faire un webinaire sur l'exit tax lié au Portugal, parce que c'est quelque chose d'extrêmement administratif, extrêmement compliqué. Mais là, je vous donne vraiment le b.a.-ba, c'est de dire, est-ce que vous détenez des titres pour une détention supérieure à 50%, il faut que ces titres soient soumis à l'IS, ou pour une valeur supérieure à 800 000. Dans ce cas-là, vous êtes à l'exit tax. Un conseil, ne vous amusez pas à faire ça tout seul. Nous, on récupère souvent des clients où on leur dit bah, ça coûte plus cher que si vous étiez venu nous voir parce qu'on est en mode pompier. Donc, faut se poser les questions avant. C'est pas très, très compliqué pour nous, c'est très technique par contre. Autre élément, quid du régime matrimonial et d'une éventuelle transmission, il faut toujours se poser la question de l'application du droit civil. Car depuis la directive européenne de 2015, on est censé appliquer le droit du pays où on réside. Donc, ne vous dites pas que le simple fait de partir au Portugal n'a une incidence uniquement fiscale. Alors, je vous rassure, vous pouvez être au Portugal et demander à continuer à bénéficier du régime matrimonial que vous aviez en France. Donc, élément important, le regarder. Quid de votre sécurité sociale française? Là, on va aller distinguer selon que vous soyez retraité ou non retraité. Et il y a des mécanismes un peu complexes au sein de l'Union. Le principe en France, c'est qu'on ne dépend plus de la sécurité sociale française si on est non retraité, même si on a des revenus de source française, même en cotisant. Donc, il va falloir voir comment ça se passe. Et puis, dernier élément à prendre quand même en considération au moment du départ, nous, il nous arrive 2-3 fois par an de voir des personnes qui viennent. Là, on en a encore eu au mois d'avril, une personne qui est venue nous voir et qui nous a dit « Je ne comprends pas, le fisc portugais m'a saisi au regard d'un impôt français. » Ben oui, il faut savoir qu'au sein de l'Union, il y a des accords de recouvrement. Donc, si vous ne payez pas le fisc français, c'est le fisc portugais qui va aller vous saisir. Donc, premier élément, on ne part pas sans avoir fait ces dernières déclarations d'impôt. Par définition, et même si vous partez le 1er janvier ou le 31 décembre, il faut faire une déclaration au titre de l'année. Il se trouve que moi, dans un dossier, j'ai un de mes clients qui était parti le 1er janvier, l'administration m'a dit bah, il faut me faire une déclaration entre le 1er janvier minuit et le 1er janvier 1h du matin ou 23h quand votre client est arrivé au Portugal. Bon, pourquoi? C'est un problème purement administratif, mais c'est quand même important. Lorsqu'on part de France, on doit souscrire 2 déclarations. Une déclaration 2042, qui va, par exemple, je prends l'exemple du 4 juillet, aller du 1er janvier au 4 juillet 2023, et une déclaration 2042 NR comme non-résident qui va aller du 4 juillet au 31 décembre. Elle est plutôt complexe à remplir, mais elle a un intérêt, c'est qu'elle va permettre, en souscrivant une 2042 NR, d'aller et que votre dossier soit transmis au centre des non-résidents. Donc, lorsqu'on part, c'est obligatoire de faire 2 déclarations. Et donc, on prévient l'administration de son départ de France. Il faut faire attention aussi sur les retraités, la gestion du prélèvement à la source, parce que, comme je vous l'ai dit,
vous allez être non imposable en France sur vos retraites privées. Pour autant, vos caisses de retraite, elles ne vont pas arrêter de vous prélever. Elles vont attendre que vous fassiez la preuve de votre résidence fiscale portugaise. Ça met entre 3 et 6 mois avant d'être acté par les caisses de retraite. Donc, vous allez voir, on vous prend de l'argent et on vous le restitue, dans le meilleur des cas, à 3 mois et souvent à 6 mois. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Il y a des réponses, des questions, donc je vais pouvoir y répondre, mais il faut avoir tous les sujets dont on vient de parler et qui sont sur cette présentation en 2 pages, c'est les sujets que nous posons et on essaye d'apporter des réponses à tous nos clients parce que ça pose des problèmes derrière. Alors, l'objectif aujourd'hui, ce n'était pas de se substituer à une consultation d'avocat, mais c'est vraiment d'essayer de trouver et vous éclairer ou vous faire prendre conscience qu'il y a des problèmes et des sujets qui s'appliquent. Alors, j'ai une première question qui m'a été posée par Walid. La non-imposition de principe s'applique-t-elle aussi à des revenus par rente mais prélèvement d'un PER individuel? Alors, ouais, pour moi, ça s'applique dans le même cas. C'est-à-dire que vos revenus, ce sont des pensions que vous percevez, et donc ces pensions ne sont non imposables en France. Ça, c'est extrêmement important. Quand on parle de retraite et pension au sens large. Alors, il peut y avoir des cas particuliers, mais dans votre cas, oui, c'est un PER qui a été prélevé et au moment de votre retraite, vous percevez annuellement une pension. Alors, la deuxième question est beaucoup plus compliquée parce qu'on a souvent le cas, on nous dit, peut-on conserver une activité de micro-entreprise en France en vivant au Portugal? Alors, ben, je vais vous dire non. Je vais vous dire non parce qu'il y a un grand principe en fiscalité internationale. C'est qu'on n'aime pas tout ce qui est activité d'entreprise individuelle. Parce que l'entreprise individuelle vous rend, on va dire, c'est un indice de résidence fiscale. Alors, on n'a pas de jurisprudence sur la micro-entreprise. Après, quand on parle de micro-entreprise, on ne parle pas de micro-foncier ou de micro-location meublée. Ça ne me pose pas de problème. Mais ça veut dire que vous allez conserver une activité en France à titre d'indépendant. Or, les seules activités qu'on peut conserver en France sont au titre de société. On a des requalifications dans la jurisprudence et depuis longtemps sur des activités de personnes qui étaient en BNC ou en BIC et qui vivaient à l'étranger. La jurisprudence, alors si vous allez voir votre centre des impôts, ils ne vous le diront pas parce qu'ils n'en ont pas conscience ou connaissance. Faut être vraiment au centre des non-résidents ou avec des fiscalistes. On ne peut pas être sur une activité d'entrepreneur individuel en France et être non-résident. Il y a un risque de requalification de la résidence fiscale.